Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale Monaco-Nice, une vidéo un peu matinale cette fois-ci, l'horaire du match étant plein milieu de semaine, c'est pas simple de faire un live sur Twitch, donc du coup uniquement une petite vidéo YouTube pour parler de ce match. Vidéo d'avant-match, comme sur les précédents matchs que j'ai pu faire, on va bien sûr voir ensemble le classement, les autres rencontres sur cette journée, les différents groupes qui ont été choisis par les coachs, les compos des médias, un petit mot sur l'arbitrage, et au final sur les pronos ASM que j'ai pu saisir pour ce match-là. Voilà, dans un premier temps, du coup, on va pouvoir parler de ce derby, derby de la Côte d'Azur entre une équipe qui est en pleine forme actuellement, qui est l'AS Monaco, une équipe qui va beaucoup moins bien, qui est le GC Nice. Donc ce serait l'occasion enfin de pouvoir enchaîner une deuxième victoire contre eux sur cette saison. C'est pas toutes les années qu'on arrive à faire deux victoires contre eux, donc ce serait bien d'arriver à les enfoncer un peu plus, ça fait toujours plaisir. En plus, pour une fois, on ne sera pas embêté ou deux avec des tonnes de scooters qui viennent de Nice, le match étant à huis clos et de toute façon, il est interdit de déplacement pour l'instant. Donc voilà, donc Monaco actuellement quatrième du championnat, comme vous pouvez le voir, cette belle ligne de 5 victoires consécutives magnifique. On espère qu'il y en aura une sixième, surtout contre Nice, ça ferait plaisir. Quatrième, mais toujours du coup à 3 points du podium pour l'instant. Donc c'est le PSG qui a chuté assez étrangement à Lorient. Et qui nous laisse revenir un peu sur ce podium petit à petit. Malheureusement, et Lille et Lyon ont eu de la chance un peu sur leur match et se sont imposés, un peu comme nous sur le week-end dernier. Par contre, là où on creuse l'écart, c'est sur la suite, parce que du coup, on a maintenant 6 points d'avance sur le cinquième, qui est Rennes, qui a certes un match en retard, mais c'est contre Marseille, donc un club qui est aussi derrière nous, pas trop loin. Ces deux-là vont forcément s'annuler, du coup, c'est pas tout le monde qui arrivera à suivre notre cadence actuelle, donc ce n'est pas plus mal. Si on fait un petit point du coup sur les matchs de cette journée, de cette 23e journée de Ligue 1, on a le Bordeaux-Lille qui est assez important. Bordeaux est une équipe que je trouve qui marche très très bien en ce moment, qui est pas facile à jouer. On l'a bien vu, Lyon a vraiment eu du mal à les battre et c'est vraiment dans les derniers instants sur un très très beau but qu'ils ont réussi à aller chercher 3 points. Donc Lille à l'extérieur sera pas simple. Donc là, je pense qu'il y a potentiellement des points qui peuvent être perdus. Et donc, ce serait bien de pouvoir en gratter sur l'actuel leader Ligue 1, mine de rien. Voilà, ce match assez intéressant. Après, on peut voir s'il y a le Lens Marseille, deux équipes qui sont derrière nous. Donc, c'est toujours bien de voir des équipes qui puissent se neutraliser. Voir si Marseille continue un peu sa dégringolade. Voilà. Après, par contre, pour les deux autres clubs, que ce soit Lyon, Paris ou Rennes, voilà, ça joue les 3 derniers du championnat. Dijon, Nîmes et Lorient. Donc, à mon avis, peu de chances qu'ils perdent encore des points. Ça a été le cas déjà la semaine dernière, donc ça ce week-end plutôt. Donc ça m'étonnerait qu'ils reperdent encore des points. Voilà, donc à nous de faire le boulot si on veut arriver à continuer à être dans la course à ce podium et surtout gratter des points pour surtout prendre de l'avance pour moi sur le 5-6e pour vraiment s'assurer au minimum d'avoir une Coupe d'Europe l'année prochaine avant d'espérer aller chercher forcément la Ligue des Champions. Petit point du coup sur le groupe de l'AS Monaco. Un groupe qui a été sélectionné par Kovac hier soir, sans surprise. Au contraire, maintenant on a quasiment tout le monde qui est là. Vous pouvez voir plus qu'un seul joueur qui est absent, Gelson Martin sur blessure. Ce sera encore le cas pendant quelques matchs, mais on a eu le retour enfin de Fabregas. Ça fait plaisir, parce que tout le temps qu'on attendait qu'il revienne, ça fait plaisir de le voir dans le groupe. Après, quand même de fortes chances qu'on ne le voyait pas jouer ou vraiment rentrer avec un petit bout de match. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il soit déjà titulaire. On peut noter que Diatta est ici aussi, en espérant qu'il ne prenne pas encore un carton jaune. Comme vous pouvez le voir, il est déjà sous la menace d'une suspension en l'espace de 2 matchs, et 2 bouts de match en plus. En l'espace de 45 minutes, je crois, s'il lui a suffi en Ligue 1 pour arriver à avoir 2 jaunes et donc déjà d'être sous la menace d'une suspension. C'est aussi le cas de Voland, sur lequel il ne reste plus beaucoup de matchs avant de passer du coup ces 10 matchs avec 3 cartons jaunes. Et on a toujours 10 assis forcément qui est en sursis encore quelques matchs aussi. Notez que du coup Fofana sera suspendu par la commission. J'ai pas vu d'ailleurs le compte rendu, mais normalement il a dû être suspendu là pour le prochain match à partir de mardi, soit en Coupe de France contre Grenoble. Sur les absents, on peut noter du coup que Fiorentino fait les frais du retour de Fabregas. Il retourne du coup à être non sélectionné hors de groupe. Et Goebbels, qui malheureusement n'est pas parti pendant ce mercato, n'a pas été prêté. Je ne sais même pas s'il y avait vraiment une volonté du club de le prêter, mais en tout cas il est toujours là. Et toujours hors groupe forcément avec l'arrivée de Diatta. Et de toute façon, quand Gelson va revenir, ça lui laissera encore moins de possibilités. Et ça risque d'être très compliqué pour lui cette saison. Je trouve ça un peu dommage de freiner un si jeune joueur qui a en plus du talent, donc ça aurait été bien de lui donner du temps de jeu. Mais voilà, ça c'est une autre discussion. Côté niçois, le groupe qui a été sélectionné, on peut noter les absences assez longues déjà de Attal et Dante depuis un moment.
Danilo aussi, il me semble de me voir que ça fait un moment qu'il est absent, donc pas trop de surprises. Boudaï a été suspendu, donc il est absent aussi. On peut noter le retour par contre de Ronny Lopez, l'ancien monégasque, qui est dans le groupe alors qu'il n'a pas joué depuis le 9 janvier, donc ça fait un moment. Donc peut-être un peu trop court pour jouer, peut-être un bout de match, on verra bien. C'est pas le seul ancien monégasque, on peut voir aussi qu'il y a Thuram dans le groupe, régulièrement titulaire, parce que du coup j'ai regardé, il a quand même déjà joué 21 matchs cette saison, donc du coup il s'est imposé, hein, le petit jeune Thuram. Voilà, espérons qu'il ne fasse pas le classique but d'un ancien monégasque, c'est assez courant contre nous malheureusement. Donc, voilà, son poste n'est pas non plus le poste où on inscrit le plus facilement de buts. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur le groupe niçois. Pas trop de surprises, vraiment tout le monde est quasiment présent, hormis les absents du longue date, donc on va avoir retrouvé un 11 assez classique. Maintenant, du coup, du côté des statistiques entre les deux équipes, donc si on commence sur l'AS Monaco, comme j'ai dit, 5 victoires consécutives, qu'on peut voir sur le graphe, jusqu'à même 7 matchs sans défaite. Ça commence à faire une très très longue série où on a engrangé un maximum de points. Il y en a seulement perdu contre Saint-Etienne. Après, vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'on les a perdus tellement qu'on allait chercher cette égalisation qui est un peu miraculeuse déjà. Donc pour moi, non, c'est vraiment de très très bon résultat. On est sur une période extraordinaire. Ce serait bien de pouvoir la continuer, sachant qu'on n'a vraiment pas des matchs très compliqués à faire là sur les prochains adversaires. Voilà, ce qu'on peut dire, on peut voir sur le graphique du coup que les victoires sont amplement méritées. Voilà, les curseurs sont tous très très hauts à chaque fois qu'on gagne les matchs. C'est vraiment qu'au niveau statistique, cette victoire a été méritée. Comme vous pouvez le voir, le match nul ne l'était pas forcément. Au niveau des stats, Saint-Etienne aurait dû repartir avec les 3 points normalement. On a fait du coup qu'on est la 4e équipe à domicile avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite. La fameuse défaite contre Lens, qu'on peut voir aussi là sur le graphique qui est encore là. Une défaite assez lourde, 3-0, hein, on s'en souviendra. On est sur une série de 2 victoires consécutives. Plutôt fort offensivement, on a 2,4 buts inscrits, donc vraiment une équipe qui inscrit beaucoup de buts à domicile. 1,3 encaissé, voilà, bon, il y a toujours le but, toujours des petites erreurs. On sait bien, le gardien, c'est une frappe sur 2 finie au fond des filets, malheureusement. Frappe cadrée, bien sûr. Voilà, on peut aussi voir que ça fait 6 matchs consécutifs qu'on a inscrit au minimum 2 buts. On était même sur une belle série de 3 buts pendant un bon moment. Et là, du coup, on a mis que 2 buts le week-end dernier. Donc on reste vraiment une équipe très très offensive et très dangereuse actuellement. Donc, on peut s'attendre à ce que Monaco inscrive des buts sur ce match-là. Maintenant, si on regarde Nice, c'est plutôt l'inverse. On est vraiment sur une très très mauvaise série. Il y a une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Après, comme vous pouvez le voir, la plupart des défaites ou des matchs nuls sont très très limites. Voilà, là, on n'est pas comme avec Monaco avec des courbes très très basses. À chaque fois, on est très proche du milieu. Donc, c'est des défaites qui se jouent à pas grand chose pour eux. Donc attention quand même aux Niçois. Ils sont quand même 6e à l'extérieur. C'est surtout à domicile qu'ils ont un bilan catastrophique. À l'extérieur, on est sur 5 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Donc vraiment une très très bonne équipe en déplacement. Il faudra faire attention. Certes, 1,3 buts seulement inscrits, mais là par contre, ce qui est assez fou, c'est que c'est 0,7 buts encaissés à l'extérieur. Ils ont encaissé que 7 buts en déplacement sur leurs 10 déplacements. C'est très 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 peu. C'est une des meilleures défenses du championnat en déplacement. Alors qu'à domicile, c'est complètement l'inverse. Ils sont à plus de 2 buts encaissés par match. Donc vraiment très très mauvais à domicile et bon à l'extérieur. Donc voilà, il faut faire attention sur ce match-là. Ce ne sera pas très simple. Certes, ils ont du mal en ce moment, mais il y a aussi l'effet derby. Il ne faut pas oublier que Nice a toujours la volonté de venir prendre des points chez nous. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Un derby, même si l'équipe est au plus mal, ça redonne des ailes d'aller chercher des points contre l'adversaire local. Forcément, donc attention à cette équipe-là. À noter qu'offensivement, par contre, ils sont beaucoup en panne. Sur les 5 derniers matchs, il y a uniquement 2 buts d'inscrits. Donc voilà, c'est très très peu, hein, beaucoup de mal en ce moment. Donc j'espère qu'on pourra en profiter, qu'on ne devra pas encaisser énormément de buts sur ce match-là. Maintenant, petit point sur les médias. Les compos qui sont sortis tout frais hein, de ce matin. Du coup, pour Monaco, on retrouve une compo assez classique sur 11 joueurs qui sont identiques, qui sont 10 joueurs, pardon, excusez-moi, 10 joueurs qu'on retrouve classiquement sur les derniers matchs. La seule question est toujours la même, à savoir sur le poste de Gelson, qui est-ce qui va le remplacer en son absence. On peut voir que c'est des choix différents. Nice ce matin préconise du coup que Diatta va continuer. Comme sur le précédent match et qu'on retrouvera du coup quasiment le même 11 que ce week-end, sauf bien sûr Sidibé qui serait remplacé par Aguilar qui retrouverait sa place de titulaire. L'équipe elle revient plutôt sur les matchs encore précédents en réalignant Sidibé plus Aguilar sur le côté droit, en laissant du coup Diatta et Golovin aussi sur le côté.
On peut noter que du coup, côté niçois, les compos sont un peu plus compliqués à deviner pour Nice Matin et pour l'équipe. Je pense qu'on peut plus s'appuyer sur Nice Matin qui est plus local et donc qui connaît un peu mieux, à mon avis, le groupe niçois et les intentions que peut avoir le coach par rapport à sa compo. Notez voilà, des groupes assez défensifs, hein, avec une ligne de 4, une ligne de 3 pour Nice Matin et même une défense à 5 annoncée par l'équipe. Donc ça va être une équipe qui va jouer très très bas. De toute façon, on peut le voir avec le faible but qu'ils encaissent à l'extérieur, c'est forcément parce qu'ils jouent un jeu à bloc très bas. Ils essayent de se projeter bien sûr en contre-attaque. Alors attention du coup, deux bons attaquants même s'ils ont un peu du mal en ce moment, Dolberg et Guéry, c'est quand même deux attaquants qui sont capables de nous mettre des buts dans des situations un peu improbables. On a pu le voir depuis le début de la saison, surtout pour Guéry. Dolberg nous a fait assez mal la saison dernière, ce serait bien qu'on arrive à l'éteindre sur ce match-là. Voilà ce qu'on peut dire sur les compos. Petit mot du coup sur l'arbitrage du match. Monsieur Brizard, vous pouvez le voir depuis 2016 que je fais les notations des arbitres entre l'équipe Nice Matin et les Tweetos, on va dire. C'est celui qui a la meilleure moyenne. Les premiers du classement avec 7 matchs, donc quand même un bon nombre de matchs depuis qu'il arbitre. Depuis 2016 en tout cas. Un seul faux pas, c'est le match à Saint-Etienne contre Monaco la saison dernière, 2,3, une note très très faible. Pour rappel, sur ce match-là, c'est celui où Aoulou, joueur qu'on a prêté à Saint-Etienne, rentre en jeu, fait directement une faute sur Henrich qui permet une récupération de balle. Il lance l'attaquant stéphanois qui nous inscrit le but du 1-0, ce sera le score final. Et la petite cerise sur le gâteau sera Aguilar qui rentre en tout fin de match, retient l'attaquant stéphanois et prend directement un rouge aussi assez sévère. Voilà, donc deux faits de jeu qui nous font très très mal sur ce match-là. Et donc du coup, forcément, derrière une notation assez dure. Mais voilà, c'est vraiment le seul match où il a été un peu pour moins bon de notre côté, on va dire. Les autres matchs, c'est plutôt en notre faveur. Donc il y a des notes très 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 hautes avec des 7, des notes plus que supérieures à 7, donc vraiment très très bonnes. Donc normalement, on devrait s'attendre à un bon arbitrage. Un seul carton rouge sur 7 matchs. Donc, vous pouvez le voir, au niveau des cartons jaunes, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la moyenne. Donc pas un cartonneur fou comme certains arbitres. Voilà, maintenant, petit point sur mes pronos ASM. Sur ce match-ci, on va commencer du coup par le score. Je suis parti sur un 2-1, même si Nice a une très très bonne défense. Actuellement, Monaco tourne très très bien et aura en plus la volonté, je pense, d'enchaîner, surtout contre Nice. L'effet derby est là quand même pour le côté monégasque aussi, il n'y a pas de souci. On va aller chercher une victoire. Nice, dans le mal, il faut vraiment en profiter, donc je pense que ce sera le cas. Je mets quand même un but pour Nice, mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre s'ils n'inscrivent pas de but, qu'ils ont du mal en ce moment à mettre des buts, et même à l'extérieur, c'est pas fou leurs statistiques. Bon, reste Monaco, ça reste un derby. On sait très bien que sur les peu d'occasions qu'ils auront, ils vont aller nous mettre un but. On sait très bien que sur les contre-attaques, on a du mal et qu'à la lecture des vidéos de nos anciens matchs, c'est très facile d'arriver à deviner qu'il faut faire partir derrière notre défense sur le côté pour repiquer vers l'axe. Et c'est comme ça qu'on se prend très régulièrement des buts ou des actions de but. Donc voilà, je pense que le score le plus logique serait 2-1, sur lequel je pars. Côté du 11, là, pas simple. D'ailleurs, j'ai oublié de le modifier, parce que ce n'est pas celui que j'ai saisi. J'ai fait une modification, contrairement à ce que je suis en train de vous afficher. Du coup, dans les cages, forcément, je pars du coup sur le compte, et il n'y a pas de souci. Entre Sidibé et Aguilar, c'est assez compliqué de sortir Sidibé. Je trouve qu'en ce moment, Sidibé fait vraiment de très 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 bons matchs. Très très précieux sur les coups de pied arrêtés, on marque beaucoup de buts, mais c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés aussi, et je trouve qu'il les tire vraiment très très bien. Donc se passer de lui, c'est assez compliqué et ça peut dur le sortir du 11. Mais de l'autre côté, Enrique aussi fait de très très bons matchs et j'ai du mal aussi à le sortir du 11. Donc là, ça va être un choix très compliqué. Je pense qu'Aguilar va revenir, il n'y a pas de logique qu'il ne soit pas titulaire sur ce match-là. J'aurais vraiment de la peine de le revoir jouer au poste de milieu. Je préfère vraiment qu'il retrouve son poste. Après, on a le fait qu'on enchaîne les matchs, qu'on va jouer un match joué 3 jours là, pendant quelques temps. Donc je pense que c'est assez raisonnable de faire comprendre à Sidibé qui va s'asseoir sur le banc sur ce match-là. Il reviendra au prochain, qui aura la rotation entre les différents matchs. Défense centrale, pas de raison de changer. Maripane est complètement intouchable en ce moment. Défensivement, c'est très bon. Et offensivement, il nous met un but tous les matchs quasiment. Donc on ne va pas le sortir maintenant. Badiachil, on n'a rien à lui reprocher depuis quelques temps. Peut-être que c'est le fait de jouer avec Maripane qui se sent beaucoup mieux. En tout cas, cette charnière marche énormément bien. Donc ça m'étonnerait qu'on la change sur ce match-là. Milieu de terrain, pareil, la doublette marche très très bien en ce moment. Elle fait vraiment du mal aux adversaires, beaucoup de récupération.
Tchouaméni a été buteur il y a très peu de temps contre Marseille en plus. Offensivement, ils apportent beaucoup aussi, des bons back-to-back, pas à dire. Donc peu de chances qu'on les voit être remplacés. En tout cas, certainement pas. Florentino n'est pas là, Golovin, peu de chances de le voir à ce poste-là. Et Fabregas, sur un Ligue 2, c'est compliqué aussi. Et en plus, il revient de blessure. Alors, là où il y a un changement comparé à ce qui est affiché, là, moi je n'ai pas pris Golovin, j'ai remis Diatta. En fait, je repars avec Diop, Diatta. Pour le principe que j'avais déjà expliqué dans la vidéo d'avant et que je n'avais pas suivi, mais c'est ce qui a été le cas. Pour moi, le coach veut s'appuyer sur le même schéma tactique, c'est à savoir un ailier et un milieu qui repique vers le centre. Donc, Diop ou Golovin sont ces joueurs-là qui ont un bon toucher de balle et qui sont des milieux offensifs et donc qui auront plus tendance à être dans le cœur du jeu et de venir faire un milieu à 3. Et de l'autre côté, un Gelson Martins ou un Diatta qui va être un pur ailier, qui va manger la ligne et repiquer vers l'axe pour aller faire le troisième ou second attaquant suivant la configuration. Et donc du coup se retrouver en phase offensive dans une sorte de 4-3-3. Donc je ne pense pas qu'il va changer ce système qui marche très très bien en ce moment, parce que c'est celui qui nous fait gagner des matchs, et donc on va se retrouver dans cette même configuration. Et donc je verrai du coup plus Diatta plutôt que Golovin, comme j'ai pu l'indiquer. Après, est-ce que Golovin va se retrouver de l'autre côté à la place de Diop? Je pense que Golovin est complètement apte maintenant à jouer un match de 90 minutes. Je pense pas que ça fait un moment qu'il est revenu de blessure, qu'il a enchaîné les bouts de match, il est complètement apte. La raison qui fait qu'il n'est pas titulaire en ce moment, pour moi, c'est que pour Kovac, Diop lui est au-dessus dans la hiérarchie. Diop lui est complètement passé devant, il fait une meilleure performance, il est très bon depuis le début de la saison, et Kovac ne veut pas s'en passer. Et c'est étrange à dire qu'un joueur comme Golovin n'est pas titulaire parce qu'il y a un gamin devant lui qui lui est passé devant, mais pourtant c'est réellement le cas pour l'instant. En tout cas, même à mes yeux, Diop est supérieur à Golovin sur ce qu'on a pu voir sur cette saison-là. Donc pour moi, voilà, on va retrouver normalement, comme sur le match précédent, un Diop Diatta, celui qui commencera le match. Après, si on voit avec de la rotation, puisqu'on va enchaîner plusieurs matchs, c'est possible qu'on fasse souffler Diop et du coup que Golovin soit lancé. Mais je le verrai plus lancer sur le prochain match, qui est beaucoup plus à notre portée, beaucoup plus simple, même si c'est en déplacement. Là, on est sur un derby, je pense qu'on va vouloir aligner la meilleure équipe. Voilà, concernant les deux postes offensifs, bon, pas de souci, on va aligner deux meilleurs attaquants sur ce match-là. Je pense qu'on va plus se faire tourner sur les prochains et on va avoir un Jovetic, peut-être un Pellegrini, être titulaire, mais pas sur ce match où il faut absolument aller gagner. Surtout qu'on sait que c'est un derby, c'est toujours compliqué ce genre de match, qu'on peut très très bien se faire surprendre. Donc pas de raison de faire tourner notre attaque. Les deux petites questions, plus de 25 fautes, alors là, allez-y, c'est du 50-50, tout simplement. Sur les 6 derniers matchs, Monaco, c'est 13 fautes par match, Nice, c'est 12 fautes par match. Donc du coup, j'ai calé clairement la question sur la moyenne des deux équipes. Je pars sur le principe que c'est un derby, donc c'est plus facile de faire des fautes sur le derby le match aller. Du coup, on était vers 28 ou 29 fautes de mémoire. Donc voilà, c'est pour ça que ça va pousser à plus mettre le oui que le non, mais c'est clairement du 50-50. Et sur les votes, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve majoritairement. La question, est-ce qu'il y aura plus de 3 arrêts de Lecomte, donc c'est-à-dire au moins 4 arrêts? Pour avoir 4 arrêts, il faut déjà qu'il y ait 4 frappes cadrées de Nice. C'est pas du tout le cas. Ils ont plus une moyenne de 2 à 3 frappes cadrées par match sur les derniers matchs. Donc c'est très rare qu'ils frappent autant. Il faudrait aussi en plus que le compte les arrête tous. C'est un peu moins le cas. C'est quand même une frappe sur 2 qui finit au fond des filets, comme je l'ai dit. Donc non. Ça me paraît beaucoup, 3 arrêts. 4 du moins il en faudrait pour le compte sur ce match-là. Donc même s'il est très performant, je pense que Nice ne frappera pas au cadre aussi souvent que ça et qu'il n'aura pas forcément l'opportunité de monter aussi haut dans les arrêts. Après, sur les derniers matchs, ça arrive, il y a des matchs où offensivement il y a des frappes même qui ne sont pas dangereuses, c'est des frappes de loin où il est juste à se baisser pour les ramasser, ça fait monter les stats. C'est assez rageant quand on fait ce genre de jeu et du coup on souhaite voir des beaux arrêts. Ce ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, moi j'ai voté non. Et le dernier petit point, du coup, c'est sur le monégasque du match. Je repensais moi au match de l'année dernière avec la fameuse mimique de Ben Yedder après son but. J'ai envie de croire que sur ce match-là, il va se mettre en avant, qu'il est monégasque dans son cœur. Il a dit qu'il aimait beaucoup ce club. Je pense que pour lui, le derby, ça le touche beaucoup plus que les autres joueurs, et donc qu'il pourrait peut-être un peu plus s'arracher que les autres joueurs. Voilà, sur le dernier match, il n'était pas mauvais, j'ai trouvé très bon, avec un but refusé pour un hors-jeu. Donc je pense qu'il revient bien à son niveau et donc on peut s'attendre à ce que sur celui-ci, il marque. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire sur ce match-là. Merci à tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo. Désolé de ne pas pouvoir la faire en live Twitch, qui avait bien marché sur
le précédent match. Bon, ça sera de retour en tout cas pour le match de ce week-end, ça c'est sûr. Les matchs en semaine, c'est pas simple, mais du coup, ça vous fait une petite vidéo à regarder en buvant votre petit café. Et puis voilà. En tout cas, bon match à tous. N'hésitez pas du coup à suivre le débrief après en direct sur Twitch cette fois-ci, sur le compte de Radio Diagonale. On sera en live juste après pour débriefer ce derby en espérant qu'on va débriefer une belle victoire. Voilà, en tout cas, bonne journée à tous et surtout bon match.